Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Moguri, également d'Aurélien. Aurélien Regard, ancien directeur créatif du studio Arkido, qui travaille en ce moment sur son jeu tout seul qui s'appelle The Next Penelope. Bienvenue dans Extra Life. Alors Aurélien, les gens te connaissent. Alors les gens te connaissent non seulement parce que tu as travaillé sur plein de jeux Arkido, donc on va en rappeler quelques-uns, par exemple Jump qui était sorti sur Xena, que j'adore, mais également Big Bang Mini qui est une petite tuerie sur DS, vraiment un jeu qui est malheureusement pas assez connu, mais également sur Elie, sorti récemment sur plein de plateformes, mais tu as également fait le générique des Oubliés de la Playhistoire. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on reconnaît facilement ta patte, et sur The Next Penelope, c'était un plaisir de voir que tu avais changé complètement de style par rapport à ce que tu faisais auparavant, mais malgré tout, on reconnaît un petit peu ton style, en particulier au moment où les personnages apparaissent, pour discuter simplement avec les petits dialogues, et on voit vraiment ces personnages, je sais pas, il y a un trait qu'on reconnaît facilement. Généralement, je peux pas m'empêcher de mettre plein de couleurs partout, voire trop, donc voilà, oui, ça se reconnaît généralement. Alors déjà, on va commencer, The Next Penelope. Donc comme je le disais, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait auparavant. Auparavant, c'était plus lié à la plateforme, on va dire, même un petit peu au shoot également, voire au casse-briques. Et là, on est dans le pur jeu de course, mais avec une petite dimension puzzle, avec une sorte également une ouverture au niveau du game system sur la possibilité de commencer par le niveau de son choix, etc., la Megaman, comme tu disais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ce style-là, dans ce genre-là ? Parce que bêtement, je m'attendais à te voir refaire un jeu de plateforme. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que ce serait un jeu de plateforme. J'étais obsédé par le jeu de plateforme. Mais j'aime beaucoup le jeu de plateforme aussi, c'est vrai. C'est ça. Non, déjà l'idée de marquer une différence avec Arkedo, ça m'intéressait parce que ce coup-ci, Arkedo s'est fermé maintenant. Et là, je fais le jeu tout seul. Donc l'idée de ne pas avoir quelque chose qui ressemblait trop, moi, ça m'intéressait. Et c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi avant. C'est juste que c'était l'envie du moment, en fait. Pareil pour le fait qu'il y ait une petite histoire dans le jeu, c'est quelque chose d'assez nouveau. Les histoires des jeux d'Arkedo se résumaient à 2 lignes ou quelques blagues un peu potaches. Non, l'envie de faire un petit peu autre chose, même si ça va rester très coloré, très arcade, comme d'habitude, on se refait pas, quoi. Mais ouais, c'est une petite coupure, ouais. Parce que là, oui, tu parles de l'histoire, donc le principe, en gros, c'est on incarne donc Pénélope, la Pénélope de l'Odyssée, d'Ulysse, mais qui va aller le chercher elle-même, en gros. Exactement. Mais dans l'espace. Mais dans l'espace. Enfin, ouais. Oh, y en a qui ont déjà fait ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça évoque voilà. quelque chose. C'est marrant d'ailleurs d'avoir les avis d'Américains qui eux connaissent très peu Ulysses 31. Et c'est drôle parce que eux, du coup, le fait qu'il y ait Ulysse dans l'espace, c'est mais qu'est-ce que c'est que ce truc, alors qu'ici tout le monde voit l'inspiration, plus qu'évidente. Non, l'idée c'est que moi j'étais parti sur Ulysse à la base et j'ai relu l'Odyssée. Et quand j'ai relu l'Odyssée, je passais mon temps à me dire que, j'aimais pas tant que ça le personnage d'Ulysse, parce qu'on en a une vision très chevalier blanc donc quand on y pense, mais quand tu relis l'Odyssée, il fait pas que des choses adorables. Et puis aussi, je me demandais, mais que devient Pénélope ? Qu'est-ce qu'elle fait, à part rester pendant 20 ans au palais aussi, et tricoter, voilà. Ouais. Et puis, 2014, tout ça, je sais pas, ça m'allait pas, quoi. Donc voilà, donc elle part, on la voit assez estropiée, assez faible, dès le départ. Précision, il n'y aura aucun moment dans le jeu où on la verra se faire blesser ou quoi. L'idée, c'est pas de faire du tort sur porn ou quoi. Mais par contre, oui, c'est de voir la bascule entre un personnage qui est censé être très passif et à l'inverse devenir la véritable héroïne de l'histoire, quoi. Ça m'intéressait. Et donc du coup, elle part à la recherche d'Ulysse. Elle part à la recherche d'Ulysse. C'est pas dans son caractère à la base, puisqu'on lui impose d'y aller. En fait, dans le jeu, t'as Poséidon, mais qui est représenté comme le père des Cyclopes, donc qui ressemble vraiment à un Cyclope, ce qui n'est pas le cas généralement. Enfin, tu vois plutôt avec un trident et une barbe. Là, c'est vraiment un Cyclope un peu dégueu. Et le fait que Ulysse s'acharne un peu sur les Cyclopes, tout ça, le fait réagir. Et vu que les autres dieux protègent Ulysse dans l'Odyssée, il peut pas s'attaquer directement à lui. Par contre, sa femme qui est restée à la maison, c'est open bar, donc voilà, donc ça la pousse à bouger, et l'idée c'est de suivre son cheminement, voilà, encore une fois, d'un personnage assez passif, à l'inverse, quelqu'un d'extrêmement héroïque, quoi.
Du coup, comme tu as relu l'Odyssée, est-ce que tu t'es rematé toutes les saisons ou tous les épisodes, je sais même pas s'il y a plusieurs saisons d'Ulysse 31? Je les ai pas tous revus, mais ouais, bien sûr, je m'en suis revu une quinzaine, principalement pour les musiques en fait. Ouais. Les musiques disco qui allaient avec Ulysse dans l'espace, ça faisait un décalage qui était vraiment marrant. Et là, les musiques du jeu pour l'instant sont très électro, mais je commence à me dire gentiment que j'aimerais bien retrouver un petit peu ce côté ping, 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 comme ça. Ça pourrait être assez chouette, faut juste arriver à ce que ça colle bien avec le jeu, quoi. Et du coup, les musiques, tu t'en occupes également? Ouais. Je m'en occupe également. Oui, bah alors c'est des musiques de débutants hein, pour l'instant. Donc c'est un défi. Parce qu'en général, c'est vrai que très souvent, lorsque tu fais un jeu tout seul, tu fais tout, les graphismes, la programmation, le game design, mais pas la musique. La musique, c'est toujours confié. Par exemple, on a reçu récemment à Mavros pour le jeu Naissance. Il a tout fait, sauf les musiques. Toi, tu fais tout. C'est ce que j'avais envie de faire. Après, je suis extrêmement débutant en musique. Et par exemple, les 15 premiers morceaux que j'ai faits, là, il y a un mois, je les ai pris, je les ai tous mis à la poubelle. Parce que, comme je te disais, je prends beaucoup d'avis sur le jeu pour pas être tout seul dans ma grotte. Et les premiers avis, c'était c'est pas mal, mais les musiques, c'est pas terrible. Du coup, voilà, j'ai aucun ego là-dessus, vu que je me sens vraiment très débutant. Et là, j'ai tout refait. Et là, les musiques commencent à plaire. Il y en a même qui veulent, il faudrait absolument que tu sortes la BO en même temps et tout. Je commence ça commence à aller mieux. Mais si je refais des playtests et qu'on me dit le truc le plus faible c'est les musiques, je les refoutrai à la poubelle et je recommencerai. Voire même je demanderai à quelqu'un de me les faire. Si elles sont pas assez bien, elles sont pas assez bien. Et quand tu dis débutant, c'est-à-dire même pas de formation musicale ni rien, tu sais pas mis du comme tout. Ça, c'est d'accord. Okay. Pas du tout. Non, après c'est ça qui est bien avec l'époque actuelle, c'est que tu peux te former à base de vidéos YouTube sur des logiciels de son, et puis si tu as un tout petit peu d'oreille, tu commences à bidouiller des petits trucs, et puis voilà. Après, encore une fois, les musiques pour l'instant, elles sont très bourrines, on va dire, très électro, tout ça, donc c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Je pense que je vais moins rigoler quand je vais essayer de faire des morceaux un peu plus mélodiques, justement, pour diversifier les styles de musique du jeu. Alors au niveau du jeu lui-même, donc tu l'as créé avec un logiciel qui s'appelle Construct, ou Construct, on s'en fout. Ouais. Et donc du coup, est-ce que c'était le 2 d'ailleurs, et est-ce que ça a été difficile? Est-ce que c'est également un logiciel que tu as dû prendre en main là pour le développement de Next Penelope, ou tu avais déjà travaillé avec chez Arkido ou avant? Non, pas du tout. Je l'ai pris en main pour Penelope, mais en fait j'ai commencé d'abord sur un autre truc qui s'appelle Game Maker, que j'aime beaucoup, et qui c'est très utilisé. Tu le retrouves sur Hotline Miami, sur la première version de Spelunky. Enfin, il y a plein de jeux que tu connais, que tu as acheté, que tu adores, qui ont été faits avec ce genre de logiciel. Et ça, c'est un concurrent. Et en cours de route, je suis passé de Game Maker à Construct, juste parce que, au fond de mon petit cœur, je reste un graphiste. Et que dans Construct, tu peux manipuler les shaders très facilement. Et donc, ça te permet de jouer avec les déformations, avec les effets de lave, de flotte et tout ça. Et donc, j'ai passé 5 mois sur Game Maker, j'ai tout pris, j'ai tout mis à la poubelle et j'ai recommencé sur Construct. D'accord. Ce qui est idiot. Mais voilà, c'est le gros avantage de faire le jeu tout seul. Il y a plein de désavantages parce que ça représente beaucoup plus de travail et que tu es un peu isolé, tout ça. Et puis l'avantage, c'est que tu fais ce que tu veux. Donc, comme tu ne coûtes qu'un salaire, ça va, tu es beaucoup plus agile dans ta manière de réagir. Et en faisant ça, je me suis dit, c'est vraiment très bête, mais j'en ai vraiment très envie. Bon, je le fais. Du coup, pour bosser, est-ce que tu bosses chez toi? Est-ce que tu as créé un espace de travail? Est-ce que tu as un bureau à l'extérieur? Parce qu'en effet, il est parfois difficile de travailler chez soi. Je déteste ça. Ouais. Je déteste travailler chez moi. Non, et puis autant j'aime bien être sur le projet tout seul en ce moment, autant j'ai vraiment besoin d'être entouré. Donc je suis collé à un autre studio de jeux vidéo français qui s'appelle Pasta Games. Et voisins d'Arkido. Qui étaient les voisins d'Arkido. D'ailleurs, je suis parti un petit peu du local d'Arkido, puis je suis revenu dedans. Là, c'est le cas. J'ai juste changé de pièce. Comme ils ont fait des super jeux genre Pick the Cat ou Rayman Jungle Run, tout ça, je sais que quand j'ai besoin d'un avis sévère mais juste, surtout sévère, je leur demande, ils regardent, ça va pas. Et c'est très agréable d'avoir des retours immédiats et puis des conseils techniques aussi. Okay. Et à part ça, tu parlais du fait de pouvoir être isolé quand tu es tout seul, tout ça. T'as très tôt, vu que tu dis que tu es au tout début du développement de ton jeu, tu as mis donc un devlog en ligne. Ouais. Ça, c'est une manière de justement de t'éviter cette isolation, d'essayer de chercher un maximum de retours des... Alors, c'est exactement ça. Il y avait 2 choses qui m'intéressaient avec ça. Il y a le fait d'être isolé, d'avoir besoin de retours. Et les retours des copains, ils sont... quand la plupart de tes copains sont développeurs de jeux, ils sont très particuliers, ces retours. C'est-à-dire qu'ils se focalisent sur des choses qui sont pas forcément importantes pour les joueurs normaux. Et ils sont précieux parce qu'ils te disent comment améliorer les choses. Mais c'est des retours qui viennent souvent sur des détails, en fait, plus que sur le concept
concept du jeu. Donc j'avais besoin d'aller chercher des gens en Australie, aux États-Unis, en Italie, n'importe où, en Amérique du Sud. J'ai beaucoup de mecs d'Amérique du Sud, des Suédois qui testent le jeu, pour avoir des retours honnêtes de gens qui me connaissent pas, où il n'y a pas d'affect. C'est-à-dire que s'ils ont envie de dire que c'est nul, ils disent c'est nul. Donc ça c'est très bien. Et puis il y avait un autre truc qui m'intéressait avec le devlog. J'ai toujours été assez traumatisé par la période marketing qui va autour du jeu. Et faire des trailers et puis aller chouiner, genre s'il te plaît, tu peux parler de moi, etc. J'avais pas envie de chouiner et je voulais tâter le terrain avec une manière de présenter le jeu qui était la plus naturelle possible. Savoir bonjour, je m'appelle machin, j'ai fait ça, à aucun moment dans la vidéo je dis ce jeu est bien, vous devriez l'acheter. Jamais. Et jusqu'à la fin, je le ferai pas. Et de voir si les gens, est-ce qu'il y avait un intérêt pour le jeu, et puis aussi si cette manière longue, la vidéo elle fait 4 minutes, le temps moyen c'est, on te dit il faut jamais faire plus d'1 minute 30, là c'est 4 minutes, très posé, et je voulais voir si les gens acceptaient cette manière de communiquer là, et ouais, le temps moyen là sur la vidéo, regardez, c'est 3 minutes, ce qui est le double de d'habitude, c'est plutôt cool. Donc il n'y a pas des milliards de gens qui ont regardé cette vidéo, mais il doit y en avoir. Ça fait penser, ce type de vidéo, ça fait penser aux vidéos de présentation de projets sur Kickstarter. À la différence près qu'à la fin, je ne demande pas d'argent. Oui. Non, mais c'est important. Et donc, du coup, parce on commence que à s'habituer à ce format un peu plus long. Ouais. Et justement, est-ce que tu as envisagé à un moment donné Non. Non. Pas de financement participatif. Non, pas du Pourquoi tout. Parce que c'est un taf à part entière. Ok. Pendant que tu fais ça, tu ne travailles pas sur ton jeu. Et moi, je suis tout seul. Si je ne travaille pas sur mon jeu, le jeu, il n'avance pas. Ouais. Et puis aussi parce qu'il y a un rapport un peu particulier après avec les gens. Moi, là, il y a beaucoup de gens qui testent le jeu en ce moment. Et puis, je vais faire des étapes comme ça dans le développement où les gens vont me donner des retours. Mais je veux me laisser la liberté à un moment donné de dire ce retour-là, il est pertinent, mais ce n'est pas mon goût. Moi, je fais cette couleur-là. Lui, il préfère le bleu. Moi, je préfère le rouge. C'est comme ça. Ça, c'est un rapport que tu n'as pas avec des gens qui t'ont financé ton jeu. C'est la moindre des choses que ça leur plaise. En tout cas, moi, je me mettrais forcément au service intégral des gens qui financeraient ce que je fais. Donc, non, j'ai pas envie d'avoir ce rapport-là avec les gens. J'ai envie de leur proposer quelque chose, ils accrochent pas. Et s'ils ont envie de prendre le temps de me dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, j'en suis super content, je peux modifier des choses, mais c'est pas une obligation. Alors qu'avec Kickstarter, il y a un rapport plus, proche avec les gens. Ouais. Donc là, du coup, ce que tu fais en ce moment un petit peu, c'est un peu comme une closed alpha. Oui, donc c'est une alpha fermée qui est limitée à un certain nombre oui. de personnes. Est-ce que tu envisages par la suite, comme tu aimes bien ce contact et ces retours de la communauté, de mettre ton jeu en early access? Un truc qui se fait, on parle un petit peu justement de ce qui se fait un peu en ce moment, et ça se fait beaucoup. Non plus. J'aime beaucoup le principe pour des jeux qui sont des jeux à système, c'est-à-dire des jeux où tu vas pouvoir apporter des touches de contenu qui vont réenrichir l'ensemble à chaque fois. Don't Starve, ce genre de jeu, c'est très adapté, c'est parfait, et puis en plus tu peux continuer à construire ton jeu avec les retours de la communauté, tout ça. Ça c'est vraiment chouette. Pour un jeu qui est un jeu plus solo que multi, il y aura peut-être un petit mode multi à un moment donné, mais c'est pas le cœur du truc. Je me vois pas amputer le jeu, t'arrives aux 3/4 et puis hop, attendez pour avoir le boss final. Je sais pas, moi ça me paraîtrait un peu bizarre, donc j'ai pas envie de faire ça. Et puis les gens qui font des early access, souvent c'est des studios qui ont besoin de cet argent pour terminer. Encore une fois, j'ai un luxe incroyable, c'est de me retrouver à faire le jeu tout seul, donc à pas coûter cher. Donc je vais pas aller embêter les gens pour rien en fait. Voilà. Au niveau du jeu lui-même, donc c'est un jeu de course, est-ce que tu as été piocher des vieilles inspirations Partout. Alors, plutôt quel jeu? Tu as été sur quelle plateforme par exemple? Est-ce que tu as ressorti des vieilles consoles? Oui, j'ai ressorti le Neo Drift Out et tu vois, des jeux Neo Geo, de Super NES, de PC Engine, tout ce qui peut être jeu de course vu du dessus. Après, le fait que le jeu soit très action et pas que course, je suis allé aussi piocher dans des shoot'em up, dans des choses comme ça. Il y a une des features du jeu qui est le téléport qui vient. C'est pas très discret d'un autre jeu qui s'appelle Velocity Ultra. D'ailleurs, je suis très content parce qu'on s'est beaucoup parlé par Twitter dernièrement pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème, et ils sont absolument adorables. Cool. Donc voilà, tout va bien. Oui, il y a énormément d'inspiration. La principale, même si ça paraît beaucoup moins spectaculaire par rapport à F0, la principale c'est F0, le truc de booster, de perdre la vie quand tu le fais. Là, le jeu, tout repose là-dessus, c'est-à-dire que dès que tu tires un missile, dès que tu boostes, dès que tu te téléportes, dès que tu poses des mines, t'as la barre d'énergie qui... Voilà.
Donc l'idée en fait c'est de créer une situation où la personne elle est très puissante, elle est vraiment beaucoup plus puissante que ses adversaires, mais de par sa bêtise ou sa gourmandise, elle peut se faire exploser bêtement. Et c'est marrant ce truc d'être toujours sur la corde avec ça, et ça marche plutôt bien. Je pense que je vais même l'intensifier encore. Ça va peut-être devenir encore plus dur à ce niveau-là, parce que c'est ça qui donne le petit frisson, quoi. Donc voilà, l'inspiration elle vient principalement de là, même si encore une fois c'est loin d'être aussi spectaculaire que F0. Mais il y a ce principe de donc la mine vampire, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles, qui est très très sympa, je trouve, dans ce principe de pari. Le principe, c'est donc tu perds de l'énergie quand tu la poses, mais si quelqu'un passe dessus, t'en récupères encore plus. Ouais. Et ça, je trouve ça très sympa. Tout va être là-dessus. Le téléporte, pendant que tu essayes de téléporter pour prendre un raccourci pendant une course, par exemple, qui va te faire gagner du temps, mais le fait est que plus tu mets de temps à te téléporter, à dire je vais me téléporter ici. Là, pendant tout ce temps, tu perds de la vie. Ouais, donc, tout va être là-dessus. C'est-à-dire que ça va être risque, reward, tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est faire des paris. Ouais. Et donc techniquement, justement, là, on en est au tout début du développement. Ouais. Il y a un petit temps de recalcul. Donc avec le système de téléport, c'est en gros, il y a ce temps. Voilà, il y a il y a une sorte de petit curseur qui apparaît devant son vaisseau. On le déplace très rapidement, parce que sinon sa barre d'énergie elle continue à descendre. Et on peut se déplacer de lane, de piste, mais on peut également aller devant pour éviter un obstacle, etc. Et en effet, tu as un tout petit temps de recalcul. Ouais. Est-ce que ça, donc du coup, avec le logiciel, est-ce que tu as le moyen de le faire disparaître? Est-ce que ça dépend de la puissance de ton PC? Et ça dépend de quoi, en fait? Ça dépend que je suis pas bon codeur, et c'est ça, il faut être honnête. Et alors là déjà par rapport à ce que tu as essayé, c'est déjà 2 fois plus rapide, mais c'est pas, mais c'est encore un peu pénible, c'est pas encore très agréable. Du coup, là dans les retours qu'on m'a fait, on m'a proposé d'autres solutions techniques par rapport à comment je le faisais, et je pense que ça va être tac. Et voilà, c'est le but en tout cas, et j'espère me débarrasser de ce petit temps un peu désagréable justement. Ouais. Au niveau, tu parlais de mode multijoueur, même plutôt du fait que tu étais vachement plus puissant que tes adversaires. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé, par exemple, que les adversaires, gérés par l'IA, possèdent eux aussi des pouvoirs type vampire mine, la possibilité de se téléporter, donc te faire chier? Alors je l'ai fait, je l'ai enlevé. Ouais. Le premier truc qui m'est venu, c'était de le faire, parce que dans Mario Kart, les autres, ils le font aussi, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Mais c'est super pénible, parce que comme justement il y a énormément d'armes à disposition, si tous les ennemis le font, le jeu est ultra haché. C'est pas la difficulté, c'est le rythme. C'est un peu comme si dans Mario Kart des mecs spammaient la carapace bleue, tu vois. C'est juste désagréable. Donc il y aura sûrement des courses où les ennemis vont utiliser des attaques que toi tu n'as pas, mais ils vont t'attaquer, tu vas sentir le combat contre eux. Par contre, qu'ils aient les mêmes que toi, non. Je pense que je vais laisser ce côté déséquilibré parce que c'est plus marrant comme ça en fait. C'est complètement injuste, hein, les pauvres, ils n'ont aucune chance. Mais c'est plus rigolo comme ça, c'est plus fluide, le jeu est plus agréable. Okay. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire une espèce d'architecture un petit peu ouverte avec la possibilité de commencer par le monde que tu souhaites et donc du coup de débloquer un pouvoir spécifique dans ce monde et donc de ne pas avoir les mêmes pouvoirs, on n'a pas la même progression avec les autres joueurs potentiellement? En gros oui, donc tu peux faire les planètes dans n'importe quel ordre, tu récupères ton arme qui est permanente, donc ça veut dire que si tu vas choper le téléport et qu'après tu dans un niveau dur et qu'après tu fais un niveau facile, tu vas pouvoir faire le niveau complètement différemment, etc. Moi je suis un gros fan de Mega Man 2 et j'adorais ce côté un peu... je vais aller regarder sur internet dans quel ordre, quelle est la meilleure stratégie, il faut d'abord que je fasse Airman, ensuite Metal Man. Mega Man 2 ça. Je vais regarder sur internet, c'était pas à l'époque. Bon, tu vas regarder sur iPad. Voilà. Et plus tard, quand tu le referas en rétro gaming, tu iras voir sur GameFAQs. Mais j'aime bien ce truc-là. En gros, j'aimerais bien qu'il y ait une partie du jeu où tout soit pas explicite et que les gens découvrent par eux-mêmes. Alors tout le monde dit ça et tu te retrouves toujours par mettre des tutoriaux pour tout parce que quand tu fais tes playtests, tu vois que la moitié des gens captent pas. Mais je pense qu'il va y avoir des choses comme des boutons pour déraper, des astuces dans quel ordre il vaut mieux faire les choses, etc. que je voudrais vraiment laisser plus ou moins secrète. Et voilà, donc c'était pour amener à la fois un peu de stratégie au jeu avec les armes, risque et reward, tout ce dont on parlait aussi, et puis un peu de surprise. Voilà, c'est bien la surprise. Quand on a tous joué à Dark Souls il n'y a pas longtemps, on a réalisé, en dehors de la difficulté, du charisme du jeu, etc., il y a surtout ce truc de on t'explique le minimum. Et parce qu'on ne peut pas tous faire un jeu comme Journey, enfin moi je ne peux pas laisser les gens commencer le jeu comme ça et tout découvrir, et puis ils sont intelligents, ils vont tout comprendre. Dans Journey, il y a très peu d'actions à comprendre. C'est ce qu'on fait la beauté d'ailleurs. Mais pour un jeu où tu veux qu'il y ait beaucoup de touches d'utiliser, que tout soit au taquet, que ça se passe rapidement, tu es obligé
d'expliquer. Donc l'idée, c'est d'expliquer que ce qui est vraiment indispensable et de laisser des petites zones d'ombre pour que les gens y découvrent. Et puis tant pis si des gens ne voient jamais ces trucs-là. Et c'est pas potentiellement un peu le bordel au niveau de l'équilibrage de laisser justement... Ouais, complètement. Ah oui, non, on va être honnête, c'est la merde. Ouais. Mais c'est marrant, vu que c'est la première fois que je fais la logique d'un jeu, j'ose pas appeler ça du code parce que Construct 2 c'est quand même assez simple à utiliser. Mais oui, non, c'est un beau... je cherche un autre mot pour bordel. Capharnaüm, c'est un capharnaüm, bien sûr. Oui, non, voilà, c'est assez complexe à gérer, mais ça fait partie du défi aussi. Moi, ça m'amuse bien de comprendre comment on fait quelque chose de solide et d'équilibré, tout ça. Encore une fois, je me suis jamais considéré comme un très bon game designer, et c'est toujours pas le cas. Et du coup, ça m'aide à apprendre aussi là-dessus, quoi. Ça m'aide à faire des choses idiotes, constater que c'était complètement idiot et en apprendre, quoi. Donc, le petit défi de devoir tout équilibrer, ça m'intéresse bien. Et là, ton but, par exemple, avec le téléporteur, j'imagine que, je suppose qu'en plus, il y aura peut-être d'autres exemples, le téléporteur principalement, tu peux imaginer des utilisations que tu n'avais pas forcément prévues, toi, en tant que oui, c'est déjà fait. Et c'est un truc que tu aimerais garder, ça, ou tu préfères vraiment avoir un truc très équilibré, où tu sais tout ce que pourra faire un joueur, ou tu aimerais justement voir non, si ça termine, tant que c'est pas des gros bugs dégoûtants, tant que c'est juste de l'astuce. Moi, si 2 semaines après la sortie du jeu, je vois des speedruns avec des mecs qui font des trucs de fou avec le téléporteur que j'avais pas prévu, au contraire, ça m'amusera, quoi. Mais je cherche à faire un jeu qui soit vraiment très polish et un jeu qui me plaise beaucoup. Et l'idée, c'est que vu que j'ai tout mon temps sur ce projet-là, ce sera la première fois depuis que je fais des jeux que j'aurai le temps de le pousser jusqu'au niveau polish que je veux. Une fois que ça c'est bon, que les gens ils trouvent le jeu amusant et que moi j'en suis content, que des gens le démontent dans des speedruns ou en faisant des glitches de malades et tout, tant que c'est des manips un peu compliqués et que c'est pas des choses que tout le monde trouve facilement, au contraire, moi je ne demande que ça, que des gens démontent le jeu et fassent n'importe quoi avec, ce sera très drôle à regarder. Tu parlais de Dark Souls, ça avait vachement été fait, ça. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que tu penses faire, du coup, avoir ton propre sneaking dans le jeu? Des stratégies comme ça cachées, des trucs genre super pointus qui te permettent de tricher un petit peu avec le jeu, mais également de donner une sorte de seconde vie avec une seconde couche de gameplay. Écoute, je peux pas te dire grand-chose pour l'instant parce que j'essaye plein de trucs en ce moment, je le fais tester et je les retire. Donc là, si je te dis oui, il va y avoir du sneaking et qu'il n'y en a pas, je vais passer pour un idiot. Mais ouais, il y a des tentatives de ça en ce moment avec un système de drift, justement, et on va voir ce que ça donne. Ce serait bien que ce soit pas exactement le sneaking de Mario Kart, de trouver un peu autre chose. Bien sûr, ouais. Donc voilà, j'essaye de trouver autre chose, mais pour l'instant, je m'aperçois que quand tu testes autre chose, il y a des raisons pour lesquelles les autres l'ont fait d'une certaine manière. Et donc voilà, donc je continue d'essayer, puis je vais bien finir par trouver quelque chose. Quelle est la prochaine étape là pour toi? C'est là maintenant. Donc là, on tourne cette émission tout début mars. Ouais. Et pour l'instant, là, il y a malheureusement une semaine encore où je fais la partie qui m'amuse pas du tout, à savoir le business, pour essayer d'amener le jeu sur des plateformes où je peux pas développer moi-même, notamment les consoles. J'ai pas d'export depuis Construct pour la plupart des consoles. Donc là, je suis en train de chercher des partenaires, à la fois des studios et des gens qui financent les portages pour... à la base, je suis plus un joueur console. Or là, pour l'instant, mon jeu, il est PC, Mac et Linux. Et autant j'adore jouer sur Steam, autant j'ai quand même ce petit truc en tête de mais les consoles, quoi. Donc là, j'essaye de faire la partie pas marrante, voilà, d'aller trouver de l'argent, etc., pour faire ces portages-là. Et puis juste après, ça va être d'essayer de faire une alpha numéro 2 qui intègre tous les retours que m'ont fait les gens. Ça, j'ai déjà commencé, hein, bien sûr. Et ça devrait avoir une autre gueule et être beaucoup plus agréable. Et je te l'enverrai, tu me diras ce que tu en penses. Avec grand plaisir. Tu avais une dernière question? Moi, je me demandais, parce que t'as dit à plusieurs reprises que tu avais le temps. Enfin, tu vois que là, tu avais un peu tout le temps. C'est pas un peu c'est pas nécessaire quelque part de se mettre au moins seul des deadlines Alors, j'ai tout mon temps par rapport à avant. C'est-à-dire, le avant étant, tu as un éditeur, il y a une date de sortie. Si tu dépasses la date de sortie, on te met une amende de 20 000 € dans la tête. C'est ça que j'appelle avoir tout mon temps. Le jeu va sortir cette année, quoi qu'il arrive. Hein. D'accord. Non. C'est juste que de nature, j'aime bien bosser rapidement et pas torché, mais pas loin. Et justement, là, j'essaye de mettre complètement dans l'optique inverse et de peaufiner les choses. Mais peaufiner les choses, ça va pas durer 1000 ans non plus. Hein. Ce sera cette année, quoi qu'il arrive, entre cet été et cet hiver. Voilà, ça va être ça. Pour sûr, ce sera ça. Très bien. On a une bonne fenêtre de tir. On a hâte de voir la prochaine version du jeu. Cool. En tout cas, on vous tient au courant, évidemment, de la progression du développement de Next Penelope dans les news 101%. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler au moment de sa sortie dans un Extra Life. On verra. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Moguri. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.